Asclépios, monnaie qui est émise, puisqu'à Pergame, on va avoir un grand sanctuaire de guérison et on aura une grande école avec un médecin dont je vous parlerai tout à l'heure, mais très peu, puisque ce n'est pas l'objet chronologique de ma conférence. Voilà, donc cette image qui montre d'un côté justement le médecin rationnel et de l'autre le dieu de la médecine qui opère des miracles, donc c'est un peu curieux de les voir associés, même si c'est pile ou face, donc ça reprend un peu mon titre, hein. Et cette mosaïque qui vient également donc, de Kos, d'une maison, où on voit Hippocrate donc, assis dans la position du maître, Hermès qui est le dieu des voyages, comme vous le savez très certainement, et puis le dieu Asclépios qui descend de bateau, hein, parce qu'il vient certainement d'Épidore, donc du continent, et qui vient à la rencontre d'Hippocrate en son île, comme si finalement la religion et donc la médecine de guérison miraculeuse venait rencontrer l'école qu'a fondée Hippocrate sur son île. Hein, donc l'objet de la discussion, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de voir en quoi cette apparition concomitante de la médecine rationnelle et alors des sanctuaires de guérison qui peuvent exister un petit peu avant, mais qui se développent vraiment à la même époque, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut expliquer aujourd'hui? On va essayer de trouver des réponses. Voilà, je vous ai mis ce tableau qu'on ne va pas lire en détail, mais qui vous montre un petit peu, avant de commencer véritablement le fond des choses, les différents types de médecine, hein, alors au sens très large du terme, qui pouvaient exister au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous avez ce qu'on peut appeler médecine divine, donc qui va se dérouler dans les sanctuaires de guérison, notamment Épidore. Vous avez donc la médecine dite professionnelle ou rationnelle, comme je vais l'expliquer, alors qui se développe à partir du 5e siècle, mais on avait déjà des actes médicaux, si vous voulez, qui existaient avant, hein, on va le voir avec Homère notamment, et puis des vases qui précèdent le 5e siècle. Et puis vous aviez également donc, des magiciens qui opéraient une médecine magique à base d'incantations, de charmes, d'amulettes, ce que les médecins hippocratiques vont appeler les charlatans. Et puis vous aviez des pratiques guérisseuses à base de plantes, mais qui pouvaient aussi pratiquer des choses, disons, magiques, miraculeuses. Donc moi je vais m'attarder uniquement sur médecine divine et médecine donc, rationnelle, mais j'aurai l'occasion de montrer encore une fois que le médecin hippocratique s'attaque de toute façon à tous ces charlatans et à tous ces magiciens. Voilà, ça c'est le plan un peu marathonien qu'on va suivre ce soir. Alors je vais un peu plus développer quand même la médecine rationnelle parce que c'est ce qui a été demandé, c'est ce qui vous intéresse, je pense, le plus. Je parlerai dans un deuxième temps de la thérapie, je préfère parler de thérapie plutôt que de médecine du coup divine. Et puis en grand 3, on verra donc est-ce qu'on peut parler d'une concurrence, d'influence, d'une complémentarité entre ces deux types de médecine qui, encore une fois, se pratiquent à la même époque. Voilà, donc on commence par la médecine rationnelle et Hippocrate de Kos et la médecine hippocratique. Alors je me déplace, ça fait un peu d'animation, comme ça je vois un peu qui s'endort parallèlement. Alors, Hippocrate de Kos, l'Asclépiade, c'est comme ça que Platon le désigne, notamment dans le Protagoras, et c'est intéressant parce que, bon, déjà, ça nous permet, encore une fois, de vérifier qu'il est bien né à Kos, et l'Asclépiade parce qu'il appartient à cette famille qui se transmet de père en fils, et un peu comme dans une caste, si vous voulez, le savoir médical, et qui se prétend descendre d'Asclépios directement, et notamment par l'un des deux fils d'Asclépios, en l'occurrence Podalirios. Asclépios donc, est d'abord un mortel, c'est un prince de Thessalie chez Homère, et il envoie ses deux fils à Troie. Et donc vous avez Macaon, alors Macaon qui va mourir à Troie, puisque ça n'est pas Homère qui le raconte, mais d'autres chants qu'on a retrouvés par fragments. On sait que Macaon fait partie du cheval de Troie. Il assiste donc à la prise de Troie et il meurt au cours des combats qui ont lieu cette nuit-là. En revanche, le deuxième fils, Podalirios, va fonder une cité, il va avoir une descendance, et c'est cette descendance qui va petit à petit nous amener donc vers Hippocrate, hein, qui se prétend donc issu de cette souche. Platon a besoin, au moment où il écrit le Protagoras, de préciser précisément justement que on parle d'Hippocrate de Kos l'Asclépiade parce que c'est un nom
très très courant à l'époque. Et ce qui est important, c'est que Aristote, lui, parlera simplement d'Hippocrate. Donc c'est pour montrer qu'en fait sa fortune, sa célébrité, en une génération, en fait, va être établie. Donc il est né vers 460 à Cos, il serait mort entre 375-351, là c'est très indéterminé parce que les textes ne sont pas d'accord, en Thessalie. Et il a eu le temps donc d'avoir deux fils, Thessalos et Dracon. Je reparlerai un petit peu de Thessalos tout à l'heure. Et sa fille épouse un certain Polybe, qui va devenir médecin, lui aussi, qui va écrire un des traités dont je vais vous parler tout à l'heure. Et Polybe, lui, n'est pas un asclépiade. Et donc, tout de suite, ça me permet de vous dire que Hippocrate est celui qui va ouvrir le savoir médical à d'autres gens que les asclépiades, auxquels il était normalement consacré jusque-là. Donc il exerce à Cos jusqu'à peu près ses 40 ans, et ensuite il mène une vie de médecin itinérant. Alors quand on pense là aussi au dialogue de Platon, on n'est pas étonné de voir débarquer un Gorgias ou un Protagoras, donc ces fameux grands sophistes qui viennent enseigner dans les cités, d'ailleurs à prix d'or. Et Hippocrate, qui a déjà une certaine réputation à l'âge de 40 ans, et bien justement il va se rendre en Thessalie, notamment à Larissa. Il va aussi aller en Grèce du Nord, en Thrace, en Macédoine, et il va se faire bien payer, là aussi, pour son enseignement. Donc un peu comme les sophistes, je le disais, à la même époque. Voilà, on lui connaît une dizaine de disciples, on a une liste de noms dans un des textes. Et puis Platon, dans le Protagoras, donc, dit que la réputation d'Hippocrate est comparable à celle de Polyclète et de Phidias en sculpture. Rien de moins. Donc c'est vraiment la figure, très très vite, qui émerge en ses débuts de la médecine rationnelle. Voilà, et puis après sa mort, donc, alors, au plus tard à l'époque romaine, mais peut-être dès l'époque hellénistique, à Cos va se construire un sanctuaire d'Asclépios, mais après Hippocrate, et pas du tout d'ailleurs à l'endroit où se situait la Cos classique, mais la Cos hellénistique sera de l'autre côté de l'île. C'est là que le sanctuaire va être construit, et il y aura des cérémonies en l'honneur de l'anniversaire d'Hippocrate qui seront donc célébrées, sans qu'il soit divinisé pour autant, mais on va quand même l'honorer au plus tard, comme je le disais, donc à l'époque romaine, d'où la pièce que vous avez vue tout à l'heure dans mon introduction. Voilà, alors, point final pour Hippocrate, j'ai envie de dire, parce que là je vous ai donné les seuls éléments dont on est certain. Après, il y a des tas d'histoires qui sont racontées par la suite, par des biographes d'Hippocrate, mais qui sont beaucoup plus tardifs, et ça c'est une constante dans l'Antiquité, d'écrire des biographies, même si on vit 200. Donc la médecine hippocratique, en grec iatrike techné, alors pardon pour mes amis grecs d'aujourd'hui, j'ai une prononciation érasmienne, en bon français que je suis, c'est-à-dire qu'en fait je prononce les eta, c'est-à-dire qu'en fait Erasme, il a créé une prononciation qui permet de différencier les é longs des é courts, donc les epsilon des eta, etc. Je ne vais pas vous faire la démonstration maintenant, et donc c'est celle que j'utilise, qui permet de distinguer les voyelles. Donc on va plutôt parler nous ce soir en fait du corpus hippocratique. C'est une soixantaine de traités, de manuels qui ont été rédigés dans la langue ionienne, donc c'est pas l'attique de Platon, mais c'est l'ionien attique, c'est un groupe dialectal commun du grec ancien, c'est celui qu'on apprend en fait dans nos études tous. Et le noyau le plus ancien de ce corpus hippocratique, il date de l'époque qu'on traite ce soir, 5e, 4e siècle. Il y a une différence de vocabulaire, il y a des petites divergences de doctrine selon les traités, mais globalement, ce que je vais vous exposer, ce sont quand même vraiment les lignes, disons, consensuelles, majoritaires. La question hippocratique est posée dès l'Antiquité, c'est-à-dire que dès le 1er siècle avec Hérotien et le 2e siècle avec Galien, donc ce grand médecin de Pergame, on va essayer de reclasser les traités et de les dater. Et donc de savoir si c'est Hippocrate qui a écrit un tel, si c'est Polybe qui en a écrit un autre, si ce sont vraiment des traités du 5e ou du 3e siècle, à une époque où la médecine se déplace à Alexandrie, par exemple. Voilà, et cette question hippocratique, elle va se poursuivre au 19e siècle, et même encore aujourd'hui, puisque notamment à la Sorbonne, vous avez toute une équipe qui travaille sur la médecine, et qui essaie justement d'authentifier ou d'identifier les auteurs des traités, selon les états de langue, les points de doctrine, etc. Tout à l'heure, je vous ai dit que
Hippocrate était un Asclépiade, il n'est pas le seul évidemment, hein, et il y a donc deux grandes écoles dès le 5e siècle qui vont se développer parallèlement. Il y a l'école de Cos, et la plupart des traités que je vais vous présenter ce soir sont donc de l'école d'Hippocrate, qui est ensuite reprise par Polybe, son gendre, quand lui se rend sur le continent à partir de 420. Mais il y avait également une école à Rhodes qui s'est éteinte assez rapidement parce que tout simplement, eh bien, il n'y a plus de descendants. Et comme c'était des castes qui ne diffusaient le savoir qu'aux descendants, de père en fils, eh bien, tant pis pour eux, ils n'ont pas ouvert le savoir aux autres. Et c'est une des raisons d'ailleurs, certainement, pour lesquelles Hippocrate, lui, a décidé d'ouvrir cette possibilité à d'autres personnes qui n'étaient pas de la famille d'Asclépios. Voilà, globalement quand même dans ce corpus hippocratique, hein, on a une même approche, une même définition de la maladie que je vais vous exposer tout à l'heure. Et aujourd'hui, on parle du coup de la médecine ou de la pensée hippocratique comme un tout, même si encore une fois, dans les détails, il peut y avoir ensuite des petites différences. Alors maintenant, parlons des médecins. Qu'est-ce qu'un médecin hippocratique ? Quelques éléments de sociologie. C'est un grand mot, ça fait bien, une conf. On peut être à l'époque médecin privé ou médecin public. Médecin privé, j'ai pas besoin, je pense, d'expliquer plus que ça. Hein. En gros, on ouvre son cabinet, comme aujourd'hui, on reçoit dans son cabinet, ou on se rend à domicile. Voilà, je parlerai ensuite du salaire. Médecin public, à l'époque, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que vous pouvez avoir une cité qui va, alors non pas mettre une petite annonce, ça ne sera pas tout à fait comme ça, évidemment, mais qui en tout cas va rechercher des médecins réputés, et ceux qui viennent de l'école de Cos le sont particulièrement, vous l'aurez compris. Et pour cela, eh bien, on va faire passer un examen aux candidats devant l'Assemblée du peuple, l'Ecclésia, donc à Athènes par exemple. Et les critères qui sont retenus, hein, quand on croise différents dialogues, chez Platon notamment, qui en parle un peu, eh bien les critères, c'est que le médecin soit déjà en bonne santé, parce que ça veut dire qu'il sait se soigner, hein, accessoirement c'est pas anodin, qu'il a une formation, hein, donc il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de papier à l'époque, mais enfin quand même on peut attester qu'on sort de tel ou tel lieu. Ses états de service, s'il a déjà travaillé justement dans une autre cité ou s'il a des témoins, un peu comme devant les tribunaux justement dans l'Athènes classique où on fait venir les martyroi, les témoins, pour montrer donc qu'il a soigné des gens, qu'il y est arrivé, et puis des qualités oratoires, parce que le médecin hippocratique ne va pas soigner tant de gens que ça, hein, il ne fait pas de miracle précisément, et il aura certainement au cours de sa carrière à se défendre. Et il aura aussi à montrer que sa doctrine est peut-être meilleure que celle d'un autre ou que d'autres penseurs, je vous en parlerai là aussi tout à l'heure. Et donc ça fait vraiment partie des attendus pour être recruté. Alors le fils d'Hérodote, Thessalos, on le sait, a été recruté à un moment donné par Athènes et il a bien servi visiblement la cité. Il l'a servi d'ailleurs gratuitement parce que papa avait suffisamment de financement pour qu'il n'ait pas besoin de faire payer les patients. Et Thessalos a reçu une couronne d'or de la part de la cité pour les services rendus précisément à Athènes. Voilà, donc je ne lis pas tout, hein, vous retrouverez d'autres informations si je ne lis pas mes diapos, c'est pas grave. Et puis le médecin itinérant, donc je vous ai expliqué qu'Hippocrate avait ouvert son école pour diffuser le savoir au-delà de la caste, mais aussi pour pouvoir diffuser donc, le savoir de l'école de Cos sur le continent, dans les grandes cités, en Thessalie pour lui, et puis son fils donc à Athènes. Mais c'est également une façon pour le médecin d'observer d'autres cités, et ça je vous en parlerai là aussi dans quelques minutes, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la climatologie dans la médecine hippocratique. Chaque cité a ses propres maladies, par rapport à son emplacement, par rapport au vent, au soleil, etc. Et donc si le médecin se déplace, c'est aussi pour continuer à apprendre sur le terrain par rapport justement à ces configurations géographiques différentes. Voilà, il y a un traité en particulier qui s'adresse précisément au médecin qui va être itinérant, qui va devenir comme ça un médecin qui se déplace. Il s'appelle R au lieu et je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, cette façon aussi de se rendre ailleurs pour créer d'autres centres de formation médicale, ça peut être pratique parce que nous sommes dans des périodes où les épidémies sont quand même assez fréquentes, la plus grosse étant la fameuse peste d'Athènes. Et à ce moment-là, on peut envoyer des médecins aussi, on peut cibler comme ça et envoyer des disciples qui vont se faire la main et qui du coup vont essayer de soigner des gens.
Voilà, et puis ce médecin public, donc il va être par exemple rétribué par un impôt, enfin une espèce d'impôt, une taxe qui s'appelle le iatricon, et le surplus de cette taxe va servir à le payer. C'est la cité qui paye directement à ce moment-là le médecin. Alors, je ne vais pas vous lire le serment qui est très très long, hein. Simplement pour vous dire que ce serment d'Hippocrate, qui existe encore aujourd'hui, mais sous une forme réécrite, hein, bien évidemment, en fait, ça n'est pas du tout un serment prêté par les Asclépiades, parce que eux n'ont pas à montrer qu'ils seront conformes finalement à l'esprit de la caste, mais c'est justement pour les nouveaux disciples extérieurs qui entrent dans l'école de Cos. C'est visiblement un texte qui a été écrit par Hippocrate lui-même ou par son école. Et grosso modo, eh bien, ça permet d'apporter des garanties financières, parce que dans le serment, il est dit qu'on viendra en aide au maître s'il a besoin de subsides. Voilà. On paye aussi ses droits d'inscription à la fac, à l'époque, en allant dans l'école de Cos. Et c'est une garantie, enfin un ensemble de garanties morales, la fameuse déontologie du médecin hippocratique, notamment si je lis par exemple la fin du texte, le médecin, enfin le futur médecin, s'engage à se tenir à l'écart de toute justice involontaire, de ne pas profiter d'entrer dans les foyers par exemple pour draguer l'épouse du mari en son absence, de ne pas donner un PCR abortif, donc si la femme veut avorter, de ne pas donner de drogue mortelle à celui qui voudrait se suicider, voilà, de ne pas inciser lorsque le malade a des calculs s'il n'est pas spécialiste de cette opération, donc on ne fait pas n'importe quoi sous prétexte qu'on est issu de l'école de Cos, et puis le fameux secret médical dont on a ici, alors pas vraiment en ces termes, mais quand même une petite attestation. Si j'apprends des choses des malades en leur rendant visite ou lorsqu'ils viennent me voir, et que cela ne doit pas être répété au dehors, par exemple dans un cadre de procès, parce que le médecin pourrait être appelé à témoigner, eh bien je le tairai, sigue sommaille. Et donc c'est le début en effet du fameux secret médical d'aujourd'hui, qui aujourd'hui donc se trouve dans le serment d'Hippocrate. Voilà. Pour le reste, j'ai tout dit. Alors le salaire, la gloire. Déjà évidemment, quand on est appelé par une cité pour exercer, c'est qu'on est reconnu pour son art, qu'on a appris pendant plusieurs années. On n'a pas de détails sur le cursus exact de ces écoles. Les honoraires, donc le mistos, la paye, si vous voulez. Alors je vous ai mis quelques exemples. Aristote qui dit les médecins gagnent leur salaire en guérissant les malades. Bon, d'accord. Et Xénophon qui dit attendez là, les hommes se livrent aux médecins, ils se font inciser, cautériser, c'est-à-dire brûler au fer au milieu d'épreuves et de douleurs, et en plus ils doivent payer. Voilà, donc ils s'insurgent un peu contre le système. C'est vrai que les médecins se font payer et bien payer. Il y a un exemple d'un médecin itinérant qui précède Hippocrate au VIe siècle, qui est cité par Hérodote. J'ai fait mes petits calculs il y a 2 jours, et il gagne en gros à l'année 100 fois plus que ce que gagne un citoyen lambda. Alors gagner dans l'Antiquité, ça ne veut pas dire grand-chose, il n'y a pas de salaire, mais si on se base par exemple sur l'indemnité que gagne un citoyen athénien lorsqu'il va à l'Assemblée, c'est-à-dire 2 oboles et sous Périclès et ensuite 3 oboles, eh bien le médecin il gagne à peu près 30 000 drachmes à l'année quand il est pris comme ça par une cité. Donc c'est mirobolant comme salaire. Enfin c'est un exemple en tout cas. Voilà, et puis donc dans les préceptes par exemple, dans ce traité, qui date de l'époque hellénistique, ou dans un décret honorifique de la cité de Cos en l'honneur d'un médecin qui s'appelle Onasandros, on a des témoignages quand même de médecins qui exercent gratuitement. Voilà, donc on remercie par un décret honorifique à ce moment-là. Voilà, et donc les honneurs, justement, les timailles, les megistai timailles, ce sont eh bien des remerciements honorifiques que les cités attribuent à certains citoyens parce qu'ils ont été bienveillants envers la cité, ils ont payé telle ou telle installation, il a construit par exemple des bateaux pour aller à la guerre ou autre. Donc là, je vous en ai mis un exemple pour un médecin qui s'appelle Philistos, fils de Meschione, citoyen de Cos, qui lui a exercé à Delphes. Et donc l'Amphictyonie qui gère le sanctuaire religieux de Delphes à cette époque-là, eh bien, lui décerne un éloge, donc un texte qui va être lu,
une couronne d'or. Il y aura proclamation lors des concours delphiques, gymniques, de ces honneurs qui ont été décernés aux médecins. Il y a la prodiquie, c'est-à-dire l'accès prioritaire aux tribunaux si le médecin est attaqué, par exemple, par un malade ou par la famille de celui qui est décédé. La sûreté personnelle en temps de guerre et en temps de paix. Et il aura droit à une stèle gravée aux frais de Delphes qui sera installée dans le sanctuaire d'Asclépios à Kos. Puisque là, on est à l'époque hellénistique et le sanctuaire est désormais existant sur l'île de Kos. Voilà, donc c'est le genre aussi de bénéfices qu'on peut avoir quand on exerce bien. Et donc là, je vous montre une stèle, alors qui encore une fois, vous voyez, mélange le sacré, puisqu'ici, nous avons Asclépios, le dieu de la guérison miraculeuse qui est assis. À côté, donc, on a Déméter et Perséphone, avec notamment les torches qui permettent d'identifier l'une des deux. Et vous avez un groupe de médecins qui se rend dans une cité qui va donc les payer. Et en hommage à leur travail, la cité donc, a fait graver ce relief et a gravé leur nom dans des couronnes. Donc, voilà. Donc, le vestige qui complète ici les textes que je vous ai montrés. Alors, c'est quoi la médecine hippocratique? Alors, c'est d'abord une méthode, et c'est ça qui fait que c'est une médecine rationnelle. On essaie de suivre une démarche qui va être systématiquement la même. On commence bien sûr par de l'observation des malades, donc un examen clinique, et on utilise pour ça les 5 sens. Quand on lit les différents traités, on utilise bien sûr la vue, donc on va observer la face du malade. Les médecins ont gardé cette appellation du faciès hippocratique qui en général n'est pas bon signe, parce que quand vous avez le faciès décrit par Hippocrate, c'est en fait que vous allez mourir, grosso modo. Vous êtes complètement émacié, vous êtes tout jaune, tout vert, enfin bon, vous n'en avez plus pour longtemps. Vous avez aussi certains traités qui disent que si vos ongles sont incurvés, c'est que vous avez très certainement une maladie pulmonaire. Voilà, donc ça a été conservé sous l'appellation d'hippocratisme digital, mais il y a d'autres mesures qui ont été rajoutées en fait à cet hippocratisme digital initial. L'ouïe, donc on écoute, on appose l'oreille sur la poitrine du malade pour voir les sons intérieurs. Alors moi qui ai travaillé sur le cuir, c'était intéressant parce qu'il y a dans un des traités, on nous dit que parfois on entend à l'intérieur que ça crisse comme du cuir. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le frottement pleural. Lorsque vous avez donc une pneumonie ou une pleurésie, vous avez un assèchement de la plèvre et donc ça crisse comme quand vous marchez dans la neige. Mais à l'époque, on utilise les métaphores du cuir qui crisse. Et cette médecine, elle utilise dans son écriture énormément de métaphores justement pour essayer de faire comprendre aux disciples de quoi ils retournent. L'odorat, donc on va sentir notamment l'haleine du malade, on va sentir les selles éventuellement. Le toucher, on va faire des palpations, bien évidemment. Et puis le goût, on va goûter notamment les urines du malade. Voilà. On va également prendre en compte les antécédents du malade. Et là aussi, vous avez des traités qui disent, mais en fait, le vrai bon médecin, et c'est peut-être une façon d'ailleurs de faire taire les prophètes, le vrai bon médecin, en fait, c'est celui qui, dès qu'il voit le malade, connaît son passé, son présent et son futur. Voilà. Épidémie, c'est un ensemble de fiches, qui sont des fiches cliniques, établies donc toujours en vue de l'enseignement, et qui décrivent au jour le jour l'évolution de la maladie, jusqu'à la guérison ou jusqu'au décès. C'est d'ailleurs très souvent des décès dans les fiches épidémies. Et je vous en ai mis un exemple, alors je ne vais pas le lire complètement, mais là vous aviez le cas d'une femme affectée d'une angine, et on voit, donc le mal commence par la langue, la voix est mal articulée, la langue rouge sèche, et ensuite vous avez un calendrier, un premier jour, donc évolution de la maladie, des frissons, des chaleurs, 3e jour, fièvre aiguë, tuméfaction, etc. 4e jour, tout s'aggrave, 5e jour, elle meurt. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on note tout ça? Eh bien, c'est le 2e point, c'est évidemment parce qu'on aura la connaissance de cas précédents, on va pouvoir établir un diagnostic, comme fait le médecin aujourd'hui par rapport aux connaissances acquises, mais ce qui est très important pour le médecin hippocratique, c'est l'établissement d'un pronostic, c'est-à-dire d'être capable, à partir des symptômes du malade,
de voir comment ça va évoluer dans les jours qui suivent, et éventuellement d'ailleurs de se dire d'entrée de jeu que c'est fichu, c'est-à-dire que le malade ne s'en sortira pas. Et dans ces cas-là, ça va certainement vous surprendre, le médecin peut refuser de soigner le malade. Ça c'est dit dans les traités, lorsque c'est incurable, ça ne vaut pas le coup d'essayer. Alors c'est peut-être une des raisons, j'anticipe un peu, qui va aussi mener les gens vers les sanctuaires, parce que parfois il n'y a plus que le Dieu qui peut vous sauver. Les médecins vous ont abandonné. Voilà, là aussi je vous ai mis un exemple de pronostic que vous pourrez lire un petit peu plus tard, donc de ce traité d'Hippocrate ou de son école. Et puis je voulais insister un petit peu, parce que bon, je suis philologue de formation, la médecine hippocratique, c'est un savoir donc, qui se construit et qui va pour cela utiliser une langue nouvelle, qui elle aussi va s'élaborer, donc le dialecte ionien, comme je l'ai dit, mais qui va créer énormément de néologismes, de nouveaux mots, pour être la plus précise possible. Alors par exemple au niveau des verbes, on va accoler ce qu'on appelle des préverbes, donc c'est pas eux les premiers qui le font, ça c'est une constante dans la langue grecque, et vous le savez même si vous parlez le grec moderne, mais on va avoir du coup un verbe, par exemple temno, temnein, couper, et on va pouvoir ajouter apo, ek, épi, selon finalement le geste de la main, si on extrait, si on met, voilà. Donc tous ces préverbes, ils précisent en fait le geste du médecin. On va avoir des adjectifs évidemment très importants pour les couleurs, par exemple, pour les odeurs, pour l'évolution, je ne sais pas moi, du polype, de la tumeur ou autre. Et puis les métaphores, j'en ai déjà donné une tout à l'heure. Aujourd'hui, on a encore les amygdales, par exemple, les amandes. On a le pylore, la porte. Voilà, donc toutes ces métaphores qui sont restées pour beaucoup dans la médecine d'aujourd'hui. Voilà, et puis c'est bien beau d'avoir regardé le malade, maintenant il faut peut-être le soigner quand même, donc la thérapeutique. Et les trois piliers de la médecine hippocratique, c'est le régime, alors au sens très large du terme, c'est pas simplement ce qu'on fait nous l'été pour entrer dans le maillot de bain. Évidemment, on va agir sur les aliments et les boissons que prend le malade, mais aussi sur son cycle de veille et de sommeil, sur l'exercice physique et le repos, ce qui inclut les relations sexuelles, parce que ça fatigue. Les messieurs, uniquement, évidemment, à l'époque, et les bains. Voilà. Ensuite, on a tout un appareil de pharmaca, donc les remèdes, les potions, les onguents, les emplâtres, la fameuse tisane d'aujourd'hui qui vient de ptissané en grec ancien, qui est une décoction d'orge, qui est beaucoup décrite dans les traités. Les émétiques, c'est-à-dire les vomitifs, on verra pourquoi là aussi dans quelques instants. Et puis, s'il le faut, la chirurgie, étymologiquement travail de la main, et donc le fameux duo hippocratique couper et brûler, qui sont les deux grands actes chirurgicaux qu'on pratique à l'époque. Donc les incisions, les cautérisations, je vais y revenir, je vais vous montrer quand même des instruments ensuite. Voilà, donc justement, rentrons dans un cabinet médical de l'époque, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est-à-dire de l'iconographie et des textes. Donc là, je vais mettre un peu plus d'images, et encore un peu de texte, pardon. Alors, le lieu, c'est quoi? Donc, c'est un cabinet de consultation. C'est aussi une clinique, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir opérer le malade. Ce qui sous-entend qu'il y a des instruments et qu'il y a des machines, que je vais vous montrer ensuite. Et puis, on a de l'eau propre. Alors, évidemment, on ne connaît pas le système bactérien à l'époque, bien évidemment. Mais on voit dans les traités le souci quand même de se laver les mains et surtout de laver, par exemple, les éponges, tous les linges qu'on va utiliser, les outils. Même sans avoir conscience que les bactéries existent, on s'est bien rendu compte par empirisme que c'était mieux que ce soit propre avant de réutiliser. Ah, ça bug. Et donc un coin de pharmacie dans ce Yatrion. Puisqu'il n'y a pas de pharmacie indépendante à l'époque, c'est le médecin qui fabrique lui-même les pharmacas, les produits, et donc il va avoir tout ce qu'il faut, les plantes, le mortier, enfin tout le matériel nécessaire pour fabriquer tout cela. Les textes que je cite en dessous, notamment Officine du médecin, qui est un traité rattaché à l'école de Cos, précisent que le local doit être bien orienté. On doit pouvoir faire entrer par exemple les vents pour que l'air soit régulièrement changé.
Mais attention, pas trop, hein, pas de courant d'air parce que le malade va tomber encore plus malade, évidemment. Bien éclairé, la lumière naturelle est extrêmement importante et vous avez des traités qui vont jusqu'à dire comment il faut orienter le bras et où doit se placer le médecin par rapport à la plaie, à la fois pour bien voir, donc, sans faire de l'ombre, et pour pouvoir orienter la main sans qu'elle fasse de l'ombre par rapport à la plaie, donc c'est extrêmement technique. On ne doit pas blesser non plus les yeux du malade par une lumière directe. Et puis quand on n'a pas de lumière directe, on utilise des torches et des lampes à huile, hein, évidemment. Les instruments donc, sont entretenus, la propreté, je vous en ai parlé. Et qui trouve-t-on donc dans ce cabinet médical? Eh bien sûr le médecin, les malades, la famille des malades souvent qui les accompagne, des assistants. Alors dans les textes grecs, on a tis, qui veut dire quelqu'un, ou alostis, quelqu'un d'autre. Hein, donc vous voyez que c'est pas très précis. Et on a parfois le terme hyperetai, hein, donc les serviteurs, les assistants, quoi, les servants. Les traités nous disent qu'ils doivent être costauds, parce qu'il faut manipuler, il faut déplacer le malade, il faut parfois aussi lui tenir les membres parce qu'il n'y a pas d'anesthésie à l'époque. Il y a des sédatifs quand même, on utilise l'opium ou la mandragore pour endormir un peu le malade, mais ce n'est pas un endormissement profond. Et ils peuvent être aussi bien des hommes libres que des esclaves d'après les textes. Voilà. Et puis il y a des disciples, parce qu'on apprend sur le tas. Hein, et donc le disciple regarde son maître qui est en train d'opérer ou de faire différentes manipulations. Voilà. Alors des images, enfin. Là vous avez la plus vieille attestation d'un cabinet médical représenté. On est sur un aribal. Donc le vase est daté stylistiquement, hein, comme toujours, de 480-470. C'est aussi la plus ancienne attestation d'une saignée en termes de représentation. Donc vous avez ici le médecin qui est assis, hein, qui tient un scalpel en main, qui est en train, vous voyez, de faire pression sur le creux du bras du malade pour faire saillir la veine. Donc là aussi c'est assez précis au niveau de la représentation. Et le malade qui se tient debout est face à une bassine en métal a priori qui va recueillir le sang de la saignée. Et puis de l'autre côté du vase, vous avez deux autres malades qui sont dans la salle d'attente. Hein, et on le sait parce qu'ils ont un bandage, l'un au niveau du bras et l'autre au niveau de la cheville. Il y a une petite différence de couleur qui nous montre un petit bandage ici. Il n'y a pas d'élément qui représente une architecture qui nous ferait comprendre qu'on est à l'intérieur. Hein. Très souvent sur les vases grecs, on n'a pas de décor très précis des intérieurs, mais il y a par exemple une colonne, un pilier, une toiture qui nous dit « là vous êtes à l'intérieur d'une pièce ». Mais il y a un autre élément qui sont les ventouses accrochées comme ça dans le champ. Et la ventouse, ça va devenir en fait le symbole du iatrion sur les représentations antiques. Dès que vous voyez une ventouse, vous êtes dans un cabinet de médecin. J'avais fait des petits zoom. Alors, c'est quoi justement ces instruments, ces ustensiles? Alors, j'ai fait une petite liste qui n'est peut-être pas exhaustive. Donc, mortier, les canets, donc des bassines, cuillères, etc. pour préparer les onguents, les pommades, les boissons, enfin les potions. Des contenants, donc des petits vases, des petites boîtes qui vont permettre de conserver tout ça, voire de transporter si on va chez le malade. Des spatules pour appliquer les onguents, par exemple. On en a retrouvé pas mal en fouille. Des ventouses. Alors les ventouses, ça va servir pour faire dériver les humeurs dans le corps. Je vous en parle juste après. Les bistouris, les scalpels, les lames, hein, de manière générale, pour faire les incisions, dont les saignées, qui sont quand même l'acte le plus fréquent du médecin hippocratique. Des cautères, qui sont en fait des fers qu'on fait chauffer au brasero et qui permettent soit d'ouvrir une plaie purulente pour faire sortir le pus, soit au contraire eh bien, de permettre la cicatrisation, enfin de cautériser la plaie, hein, pour que le sang arrête de couler. Diverses pinces pour enlever des choses qui seraient coincées, des pointes de flèche, des choses comme ça, des corps étrangers, pour en arracher des dents aussi. Hein, il n'y a pas de dentiste à l'époque, c'est le médecin hippocratique qui peut éventuellement le faire. Ou alors il y a un traité qui nous dit qu'il faut tirer sur la luette comme ça au fond de la bouche, donc je vous laisse imaginer que le patient devait déguster. Des aiguilles et du fil de lin pour les coutures, hein, pour refermer les plaies, et puis des éponges, des linges, des compresses, etc. pour essuyer, couvrir, éponger le sang, les humeurs, etc. Voilà, et donc vous avez cette fameuse formule que vous avez certainement déjà entendue,
dans ce traité qui s'appelle les Aphorismes, qui est une compilation faite de traités antérieurs, dont les traités de Cos, qui dit ce que les remèdes, donc les pharmacas, ne soignent pas, le fer le guérit. Donc le fer, c'est les scalpels ici, hein, donc les incisions. Ce que le fer ne guérit pas, le feu le guérit, donc les cautères cette fois. Et ce que le feu ne guérit pas doit être regardé comme incurable. Voilà, au moins c'est honnête. Hein, on ne se prend pas pour un dieu, on ne peut pas tout guérir. Voilà, quelques images pour vous montrer ces organas, ces instruments ustensiles, des bandages. Alors les hippocratiques ne sont pas les premiers à faire des bandages, hein, vous en avez déjà, là c'est un vase qui date de 500 avant Jésus-Christ, mais donc c'est une scène qui est censée être tirée de l'Iliade, où Achille soigne Patrocle qui a reçu une flèche, je crois, à ce moment-là, et Achille qui a appris la médecine auprès de Chiron, hein, le centaure, voilà, qui est un de ceux dans l'Iliade qui ont un savoir médical, mais là aussi très empirique, hein, et qui consiste en fait à connaître les drogues, à connaître les plantes, et à faire quelques petits bandages comme ça, pour éventuellement extraire une flèche, mais voilà, ça ne va pas plus loin. Là, vous en avez un très très joli, hein, je fais exprès d'insister sur le terme joli, parce que dans le traité qui s'appelle Médecin, alors qui est de l'époque hellénistique minimum, il est dit que, attention, hein, le médecin, il n'est pas là pour faire joli non plus. Hein, certes, le bandage doit être bien fait, d'ailleurs vous aurez remarqué que le précédent, il est mal fait, parce que, en fait, on ne va pas pouvoir faire un nœud avec ce bandage, puisque ça va dans le même sens. Hein. Donc là, c'est très joli, mais le médecin n'est pas là pour faire du spectacle. Ça, il y a beaucoup de traités qui le disent. Hein. Le médecin pourrait tirer profit, justement, de ses réussites et de son aura, pour finalement faire un peu de spectacle, pour faire son show, et tirer encore plus, justement, de gloire de tout cela. Donc là, on dit non, les bandages élégants, c'est pas pour nous, ça c'est du charlatanisme, et ce que recherche le malade, c'est pas d'être joli avec son bandage, c'est d'être soulagé. Là, je vous ai mis quelque chose qui date fin 4e, début 3e, donc je sors un petit peu de mes limites chronologiques, mais c'est quelque chose qui a été trouvé dans une maison d'hérétrie, c'est un peu le kit du pharmacien. Donc vous avez des petits contenants, des ingumentaria, comme on dit, pour les onguents, une bouteille, une petite cruche à anse, des petits coquillages qui ne sont pas sur la photo, qui étaient certainement utilisés pour contenir les herbes qui étaient écrasées. Hein. Des petits récipients en plomb qui contiennent une inscription Para Luciu, de la part ou venant de Lysias, qui est peut-être le nom du fabricant, et une hache en pierre polie néolithique. Alors pourquoi ça pourrait servir éventuellement pour écraser, hein, mais vous avez certains médecins, et plus tard dans les cabinets de curiosité européens, ces haches néolithiques, hein, donc la pierre polie, hein, le néolithique, elles ne sont pas encore bien identifiées comme des outils des hommes préhistoriques, évidemment, et on les considère comme des pierres un peu magiques, qui vont éloigner le mal. Hein, donc vous pouvez ici avoir le matériel d'un médecin hippocratique, mais qui a quand même encore un fond de superstition. Alors je vois des yeux qui se ferment, donc je me déplace. Les bistouris, là je vais aller très vite, hein, les photos parlent d'elles-mêmes. Au musée d'Athènes, vous avez déjà vu certainement cette stèle avec les ventouses, on trouve les petites lames et autres. Là, vous avez donc une stèle qui montre qu'on est dans un cabinet, puisque vous avez une énorme ventouse qui n'est pas réaliste dans ses dimensions, mais qui symbolise encore une fois le iatrion, et vous avez un médecin qui palpe, hein, qui fait la palpation du ventre d'un garçon malade atteint de rachitisme. Ses côtes ressortent énormément, et il y a un œdème au niveau du ventre. Voilà, là vous avez un médecin qui a été héroïsé après sa mort. Donc ce qui montre l'héroïsation, c'est le serpent dans l'arbre et le cheval. C'est assez classique dans ce type de stèle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se fait représenter donc par-delà la mort avec ses outils que vous retrouvez ici. Là, vous avez notamment une pince et puis différentes lames. Voilà, d'autres exemples, hein, donc des pinces telles qu'elles existaient à l'époque d'Hippocrate. On n'a pas encore la pince avec l'axe central. Et puis vous avez retrouvé, alors à Pompéi, là je sors vraiment des limites chronologiques, mais c'était pour vous montrer quand même des choses de l'époque. Hein. Vous avez des bistouris et des lames de fer
Donc c'est tout ce qui est corrodé, et ça c'est ce qui s'emmanchait dans le bois. Voilà, on voit encore une saignée avec les scalpels. Et puis une petite scène là aussi de Pompéi, une fresque qui montre Énée, qui a été blessé au combat, qui a justement un petit élément encore coincé dans la plaie. Et donc là, vous avez le médecin qui, avec une pince romaine, parce qu'il y a l'axe central, prélève le morceau qui est dans la plaie. Voilà, et vous avez des machines. Alors là, il fallait vraiment pas être trop désarticulé, parce que sinon vous subissiez ces mécanailles. La plupart des traités de chirurgie, en fait, sont des traités pour réduire les fractures et les luxations. Tout simplement parce qu'on évite d'aller à l'intérieur du corps qu'on connaît mal à l'époque hippocratique, et que si on ouvre, ben évidemment, ça risque de mal se passer pour le malade, parce qu'on va le contaminer. On n'a pas conscience de ça, mais on voit bien que le résultat final n'est pas bon. Donc comment est-ce qu'on remet en place un membre qui est désarticulé? Eh bien, on va utiliser des treuils, des leviers. Alors on va suspendre par exemple tête bêche un malade avec des cordes, et on va pratiquer avec un geste très précis qui est vraiment décrit, comme je l'ai dit, dans une langue nouvelle qui utilise des préverbes pour être au plus près du geste à utiliser, et avec des prépositions aussi, pour qu'on comprenne bien le sens de tout ça. C'est ce que vous avez notamment dans le traité qui s'appelle Articulation, et vous avez le fameux banc d'Hippocrate qui a été ensuite amélioré avec un système de roues, de poulies, de treuils, etc. Un assistant qui manipule et qui, schlac, va vous remettre en place tout ça. Voilà, vous avez une autre pratique qu'un médecin n'aime pas du tout. L'auteur d'Articulation dit ça, c'est encore une fois une pratique d'imposteur. C'est la succution par l'échelle. Donc succution, on va secouer le malade. Donc en fait, on l'attache à une échelle, la tête en bas, on monte l'échelle et on lâche d'un coup. Et c'est quand l'échelle atterrit au sol que, bing, c'est censé se remettre en place. Le médecin hippocratique n'est pas d'accord. Il dit c'est spectaculaire, les foules sont ébahies, mais encore une fois, le médecin n'est pas là pour faire du spectacle. J'ai eu honte d'employer de tels procédés, donc il l'a fait lui-même, il s'est rendu compte que ça ne devait pas bien fonctionner, et c'est plutôt le fait d'imposteurs. C'est intéressant, vous voyez, il y a vraiment un regard critique sur des pratiques qui étaient pourtant à une époque courante, y compris chez des médecins dits rationnels, mais des pratiques qu'on va éliminer parce qu'on se rend compte que c'est pas bon, quoi. Voilà, et je terminerai donc sur quelques points de doctrine quand même, de la théorie hippocratique. Alors, je commence d'abord par les limites. Que ne sait pas un médecin hippocratique? Alors, au niveau anatomique, en fait, il ne sait pas grand-chose de l'intérieur du corps. Les organes sont globalement identifiés. Alors, pourquoi il ne sait pas grand-chose? Parce qu'on ne pratique pas de dissection humaine. On peut faire un peu de vivisection animale, mais pas trop encore à l'époque hippocratique. On peut observer, bien sûr, des cadavres, mais on ne va pas les ouvrir soi-même, si vous voulez. Il faudrait que ce soit déjà ouvert et bien visible. Et par contre, on connaît bien le squelette, parce que c'est plus simple d'en trouver, tout simplement. Et les articulations, parce qu'on trouve aussi parfois des corps déjà décomposés, donc on peut comprendre. Globalement, vous allez le voir. Donc on connaît quand même un petit peu les organes, mais en fait, ils sont décrits plutôt, non pas comme des structures, donc des systèmes qui fonctionnent, par exemple la digestion avec différents organes qui interagissent, mais ils sont plutôt en fait simplement décrits pour leur forme, plutôt que par leur fonction. Il y a une grosse confusion entre nerfs, tendons et ligaments. En gros, vous avez un squelette et vous avez des choses qui permettent d'accrocher tout ça. Voilà, c'est ce qu'on dit en grec neura, à ne surtout pas traduire par nerf quand on traduit la médecine hippocratique. C'est plutôt ligament, ce qui fait le lien. On ignore la contraction des muscles, curieusement. Voilà. On ne distingue pas les veines des artères. Bon, ça, je pense que vous le saviez. On sait que c'est des tuyaux dans lesquels passe le sang. On pense même que l'air passe tel quel dans les phlébès. Donc là aussi, ne pas traduire phlébès automatiquement par veine selon ce dont parle le texte. On reconstruit hypothétiquement le trajet des vaisseaux, mais c'est Aristote le premier qui va dire que en fait, c'est le cœur qui est le point de départ des vaisseaux. Curieusement, aucun traité hippocratique ne donne une fonction précise au cœur dans la circulation sanguine. La matrice féminine bouge dans le corps, elle se déplace, j'aurai l'occasion de vous en parler dans quelques instants,
Et le pouls artériel qui est évidemment senti par le médecin, qui est palpé, on n'en fait pas grand-chose à l'époque d'Hippocrate. Il va falloir attendre l'époque hellénistique et plus encore Galien au IIe siècle, qui lui va écrire des traités sur le pouls et comprendre qu'il y a un lien entre la faiblesse ou la rapidité du pouls et la maladie du malade, du patient. En termes de physiologie, on ne connaît pas très bien la respiration. Le poumon, on l'a bien repéré, mais en fait, on ne sait pas du tout à quoi il sert. Voilà, on pense que l'air rentre directement dans le sang par le nez ou par la bouche, ou par l'oreille éventuellement. Et on ne connaît pas très bien la digestion, qui est uniquement décrite par des métaphores. La digestion, c'est quoi? C'est une cuisson ou une fermentation, comme dans une marmite. Voilà. Quand on ne sait pas trop, on utilise encore une fois toutes ces images. L'estomac n'est jamais désigné. Il n'y a pas de mot pour dire estomac en grec ancien à l'époque hippocratique. On dit gaster, qui veut dire en fait le ventre, de manière générale. Et j'avais fait mon master 1, enfin ma maîtrise à l'époque sur le terme gaster. Gaster, c'est vraiment en fait le bidon. C'est le bidou. Voilà. Et koies, c'est la cavité. C'est ce qui est à l'intérieur de gaster. Donc ça, c'est les deux termes utilisés. Et il n'y a pas donc de terme estomac encore à l'époque. Parce que de toute façon, on ne sait pas à quoi il sert. Voilà, la théorie des humeurs. Ah, enfin, il en parle. Pour un médecin hippocratique, puisqu'on ne connaît pas bien l'intérieur, on va construire rationnellement, intellectuellement, un système. Et pourquoi avoir fait le choix des humeurs et pourquoi 4 ? Eh bien, parce qu'on s'appuie quand même sur les travaux des philosophes précédents, qu'on appelle les physiciens, qui ont écrit des traités qui ont souvent pour titre Périfuséos, d'ailleurs, on fait une faute, sur la nature des choses. Et ces philosophes, ils ont réfléchi sur notamment les éléments. Donc l'air, le feu, la terre, l'eau. Tiens, ça fait 4. Mais il y a aussi certains de ces philosophes, par exemple Thalès, qui considèrent qu'en fait, il y a un élément parmi les 4 qui explique tout l'univers. C'est ce qu'on appelle les monistes. Monos, un seul. Donc les médecins hippocratiques ne sont pas des monistes. Pour eux, il n'y a pas un seul élément dans le corps qui expliquerait tout. Il y a bien plusieurs éléments. Et le premier, en fait, a parlé de 4, alors que jusque-là, on était plutôt sur 2, voire 3. Eh bien, c'est certainement Polybe, donc le gendre d'Hippocrate, qui, dans Nature de l'homme, écrit que les humeurs se distinguent en fait, selon 2 critères. Selon leur nom. Alors, nous, ça nous semble un raisonnement à l'envers. C'est-à-dire, on identifie d'abord les choses et on les nomme. Mais là, on a une trace, là aussi, d'une théorie philosophique qui s'appelle le cratilisme. Nous, on est des enfants de Saussure. On sait très bien que si on appelle un arbre, il n'y a aucun lien entre l'objet et le nom qu'on lui donne. D'accord ? Ça, c'est Ferdinand de Saussure qui a été dit ça depuis longtemps. Platon, dans le Cratyle, reprend ces théories qu'on appelle le cratilisme, où en fait les noms disent une vérité sur les choses. C'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça. Voilà, donc l'argument pour nous n'a pas beaucoup de poids. En revanche, il y a 4 humeurs différentes, 4 liquides si vous voulez, parce que tout simplement ça n'a pas le même aspect, ça n'a pas la même couleur, et quand on les touche, c'est plus ou moins gluant. Voilà, donc l'empirisme, encore une fois, qui permet ensuite de construire la théorie. Alors la théorie, c'est quoi ? C'est qu'il y a 4 humeurs dans le corps humain, donc hémato, donc le sang, cholexanthe, donc la bile jaune, la bile noire, et phlegma, le flegme, si vous préférez, la lymphe, ou la pituite, comme on disait aussi à une époque. Voilà, alors on voit que c'est un peu bizarre parce que il dit justement selon le nom il y a 4 humeurs différentes. Je suis désolé, là c'est la même chose. C'est collé à part qu'il y en a une noire et une jaune. Et bien c'est parce qu'en fait on est au tout début de la théorie des 4 humeurs et on sent que dans le texte il n'est pas très à l'aise encore avec ce chiffre 4. Mais en fait pourquoi 4 ? Eh bien parce que, encore une fois, on cherche tout simplement à se caler sur les discours des philosophes où on a 4 éléments qui expliquent le monde. L'air, la terre, le feu et l'eau. Ce que vous retrouvez en fait ici, on associe une humeur à un élément. Chacune des humeurs a un degré de chaleur ou de froid et un degré d'humidité ou de sécheresse. Et du coup, on peut aussi éventuellement les associer à des saisons qui vont être
favorable ou défavorable à ce qu'il y ait un excès de bile, de sang, de flegme, ou au contraire une carence. Et c'est quoi finalement la maladie? Eh bien c'est un déséquilibre entre ces 4 humeurs, et donc le médecin va devoir rééquilibrer, va devoir redoser dans le corps tout cela. Je vous ai mis les expressions en français. Vous voyez que la médecine hippocratique a énormément marqué la langue française, puisque la médecine hippocratique est encore pratiquée jusqu'au XIXe siècle. Relisez Molière, vous avez des médecins qui cherchent les humeurs, qui font des saignées, etc. Voilà, deuxième grande théorie, c'est la climatologie. J'en parlais tout à l'heure. Eh bien, le malade, fait partie d'un environnement. Cet environnement, il est lié au climat, aux eaux qu'il consomme, aux saisons, au soleil, à la chaleur, etc. Et donc, lorsqu'un médecin arrive dans une cité, il va observer ces différents éléments pour voir s'il n'y a pas des maladies propres à la cité, qu'il va du coup mettre en lien justement avec cette idée du chaud, du froid, du sec, de l'humide, qui peut être due à l'orientation de la cité, à certains vents particuliers, à des pluies abondantes, etc., etc. Et donc on va pouvoir faire des nouvelles fiches, pouvoir repérer de nouvelles maladies et établir des constitutions climatiques cité par cité. Comme ça, le prochain médecin qui arrivera, il saura que dans telle cité, on développe peut-être plus tel type de maladie parce que ça agit sur les humeurs. Et là, vous voyez le lien du coup entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur de l'homme. Ça, ce sera très important pour voir comment, c'est le point suivant, Hippocrate et l'école hippocratique ont une vision rationnelle de la divinité. Alors jusque-là, c'est-à-dire par exemple chez Homère ou chez les tragiques, on pensait que la maladie, eh bien, c'était une intervention divine. Si vous tombiez malade, c'est parce que le Dieu l'avait décidé, parce que grosso modo, vous aviez commis un parjure, vous n'aviez pas respecté un rite religieux, etc. Et donc, ça s'abattait sur vous. Jacques Joanna, j'en parlerai en bibliographie finale, qui a écrit donc une somme en 92 sur Hippocrate, dit que la pensée hippocratique ignore ou refuse toute intervention particulière d'une divinité dans le processus de la maladie. Et donc, il y a quand même 2 maladies dans l'Antiquité qui jusque-là étaient considérées particulièrement comme issues des dieux. La maladie qu'on appelait sacrée, qui est en fait une forme d'épilepsie. Et lorsqu'il y a un traité écrit sur cette maladie, eh bien, on reprend l'appellation maladie sacrée ou parfois maladie dite sacrée, ce qui montre déjà la mise à distance. Et cette citation, quiconque sait produire chez l'homme par le régime humidité, sécheresse, chaleur, froid, est aussi capable de guérir cette maladie-là. Donc c'est une maladie humaine qu'on peut guérir par les mêmes armes que les autres. Et il y a une autre maladie qui est décrite par Hérodote qu'on appelle la maladie des Scythes, donc de ce peuple barbare pour les Athéniens, pour les Grecs en général. C'était l'impuissance de certains hommes, et notamment les hommes riches. Et en faisant un peu de sociologie des différents cas observés et en voyant comment vivaient ces hommes-là, eh bien on s'est rendu compte que les riches, ce sont les cavaliers, et que, à force d'être sur la selle du cheval, eh bien ça pouvait avoir un petit effet sur les testicules et donc sur l'impuissance de ces messieurs. Voilà, donc là aussi, tout s'explique avec cette formidable phrase qui résume tout, dans R au lieu, chaque maladie a une cause naturelle, et sans cause naturelle, aucune maladie ne se produit. Voilà, c'est clair. Voilà. Allez, on va aller voir Asclépios maintenant. J'ai divisé mon propos sur les sanctuaires de guérison en 2 temps. J'aimerais d'abord m'interroger avec vous sur est-ce qu'il y a une spécificité dans l'équipement technique et architectural d'un sanctuaire de guérison, ou est-ce que c'est un sanctuaire comme un autre? D'accord? Et ensuite, on ira voir les rites. Ça fonctionne comment, cette magie, cette thérapie magique des dieux, lorsqu'on est un malade? Alors, je vais vous parler de 3 sanctuaires. Épidore, bien évidemment. Athènes, parce que vous aviez un sanctuaire d'Asclépios à Athènes, et Oropos, parce que j'adore ce site. Et si vous ne le connaissez pas, j'espère que grâce à ma conférence, vous irez à Oropos une prochaine fois. Il contient tout le dispositif du sanctuaire médical à toute petite échelle. Il n'y a jamais personne, et le site est enchanteur. Alors, c'est quoi un sanctuaire grec? Pour rappeler les quelques bases, eh bien, c'est au minimum un temple, parce que le temple, il abrite la statue
de culte. Alors c'est compliqué, les histoires de statut de culte, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, ça pourrait se résumer à ça, un sanctuaire. Juste le temple, parce qu'il abrite la divinité. Mais souvent, on a bien sûr un et même très souvent plusieurs autels pour faire les sacrifices, je ne vous apprends rien, et on a parfois, pas toujours, un péribolos, c'est-à-dire ce qui est jeté autour, donc un mur d'enceinte qui permet de distinguer la sphère du non sacré et l'endroit, le terrain sacré. Je situe sur une carte les 3 sanctuaires dont je vais vous parler, hein, et puis je vous ai remis le petit arbre généalogique parce que Asclépios, qui est un guerrier chez Homère, est aussi un dieu, hein, c'est pour ça qu'il a bien sûr ses sanctuaires. En fait, on dit qu'Asclépios était un médecin qui utilisait des herbes, qui guérissait beaucoup de malades, au point qu'il avait découvert la panacée et qu'il rendait immortels les hommes. Alors là, Hadès, le dieu des enfers, n'était pas content du tout. Il a dit, moi, mon royaume va se vider. Hein, déjà que j'ai perdu au change dans le partage avec les 2 autres frères, et on m'avait dit, tu seras le plus puissant parce que tu auras le royaume le plus vaste, vu que tu vas accueillir tous les morts de toute l'éternité. Mais si maintenant, il ne meurt plus, hein, je vais me faire avoir. Donc il se plaint auprès de son frère qui lui avait donné son royaume des morts, donc Zeus, et Zeus foudroie Asclépios, mais du coup, ce mortel foudroyé va ressusciter et va devenir le dieu Asclépios. Alors, l'Asclépieion d'Épidore. Avant la construction de ce sanctuaire d'Asclépios à Épidore, il y avait déjà un petit sanctuaire qui est celui d'Apollon Méléatas, qui va continuer d'ailleurs à être entretenu et à avoir un certain nombre de processions à l'époque classique, mais qui est aménagé dès la deuxième moitié du 7e siècle. Et vous voyez, il est assez réduit. Hein, vous avez un temple à Apollon, et vous avez ici une espèce de portique. Hein. C'est un sanctuaire oraculaire, d'accord, qui rend des oracles, comme à Delphes. Mais à partir de la fin du 5e siècle, eh bien, il va y avoir un programme de construction. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y a une peste qui s'est abattue à Athènes, et c'est à ce moment-là que le culte du dieu guérisseur va énormément se développer, parce que les médecins hippocratiques qui étaient à Athènes n'ont pas pu guérir les malades atteints de cette peste. Je vous en parle là aussi tout de suite. Alors, je vous ai mis un plan très rapidement. Ce qui est peut-être remarquable par rapport à un sanctuaire lambda, c'est qu'on a une tolos. Il n'y a pas tant de templerons que ça quand même dans les sanctuaires. Est-ce qu'il y a une spécificité ? Eh bien, je ne pourrais pas répondre ce soir parce que les archéologues n'en savent toujours rien. Il y a différentes théories. Là, vous avez une coupe. Vous voyez que sous la tolos, en fait, il y a une salle. Et on n'a rien trouvé de très probant dans cette salle. Les textes antiques nous disent que c'est peut-être là que les serpents sacrés d'Asclépios étaient conservés. C'est peut-être aussi un cénotaphe, donc un tombeau vide, en l'honneur d'Asclépios au moment où il est foudroyé par Zeus, puisqu'en général, les sites, qu'ils soient oraculaires ou autres, sont construits à l'endroit où est né, où est mort la personne, ou le dieu, donc, qui est devenu dieu, va être vénéré. Voilà, même si c'est une réécriture à rebours, bien évidemment, des choses. Voilà, vous avez un énorme portique qu'on appelle abaton, je vais y revenir, et ça nous met peut-être sur la voie d'une spécificité de ce type de sanctuaire. Vous avez le temple du dieu, bien évidemment, indispensable. Vous avez différents autels sur une aire sacrificielle. Vous avez un grand autel à Asclépios, ce qui laisse sous-entendre qu'on va pouvoir sacrifier des grosses bêtes, comme des bœufs. Et puis vous avez, voilà, donc ça c'est l'évolution, entre la fin du 5e et la fin du 4e. Donc vous voyez les proportions que ça prend. Et puis ça continue, au 3e siècle, on va avoir d'autres bâtiments. On va notamment construire, donc au 4e et au 3e siècle, alors le théâtre qui est hors plan, qui est par là, le stade, le gymnase, des bains grecs, mais aussi il y aura des bains romains, et puis une auberge. Tiens donc, intéressant. Les pèlerins, il faut bien les héberger. Et on va voir que dans les sanctuaires médicaux, viennent les malades, mais viennent aussi des gens qui les accompagnent, la famille très souvent. Donc il faut que ces gens-là soient hébergés. Voilà, il y a bien sûr une statue de culte, dont Pausanias, qui a écrit le premier guide de la Grèce, comme on dit souvent au IIe siècle après Jésus-Christ, nous dit que c'est une statue en ivoire et en or,
Donc c'est pas celle que vous avez ici. C'était une statue colossale, comme celle de Zeus à Olympie ou comme celle d'Athéna à Athènes. Et voilà, on nous dit que le dieu est représenté assis sur un trône, tenant dans la main un bâton, effleurant de l'autre main la tête d'un serpent. Ça, c'est le mythe qui raconte qu'Asclépios, un jour, croise un serpent sur son chemin, et du bâton, il veut l'écraser, et le serpent monte le long du bâton. Le serpent, c'est une divinité chtonienne qui appartient au monde souterrain. Et pourquoi c'est associé au culte médical ? Eh bien, parce que le serpent mue, il se régénère. Donc c'est l'idée qu'on peut guérir, qu'on peut continuer, qu'on peut renaître même éventuellement. L'Asclépion d'Athènes, construit après cette grande peste de 430-426. Alors c'est une peste que vous connaissez parce que vous savez tous que Périclès en est mort. Et elle aurait tué un tiers de la population d'Athènes alors que la guerre du Péloponnèse vient de commencer en 431. Donc c'est une catastrophe absolue. Les médecins n'y peuvent rien, bien évidemment. Alors on dit peste, mais en fait le grec dit loimos, qu'on devrait traduire plutôt par pestilence, parce que ça n'est pas la peste que nous connaissons nous, qui est véhiculée par le pastille du rat ou je ne sais quoi, enfin bref, c'est pas du tout la même maladie. Alors ce culte, il s'implante à Athènes. C'est un Athénien du dème d'Acarnès qui va chercher une statue du dieu, parce que le dieu habite la statue, à Épidore, qui l'amène à Athènes. Tout ça, c'est voté par la cité, et il y a la première pierre de fondation en 420 avant Jésus-Christ. Mais tant que le temple n'est pas construit, la statue ne peut pas être laissée comme ça dehors. Donc c'est Sophocle, vous connaissez Sophocle, c'est Sophocle qui accueille la statue chez lui. Et à sa mort, d'ailleurs, il aura l'épithète de celui qui accueillera, Dexion, parce qu'il aura accueilli la statue d'Hippocrate à la maison. Voilà, et donc il faut attendre 8 ans que les travaux soient achevés pour que la statue soit mise dans le temple et puis qu'on ait le dispositif que je vais vous montrer. Donc photo aujourd'hui et reconstitution à l'époque. Alors voici un joli plan de ce à quoi ça ressemblait. Vous avez le temple du dieu, donc vous avez une cour pavée, vous avez le temple d'Asclépios, ici. Vous avez l'autel qui se trouve devant le temple, rien d'étonnant, bien évidemment, les sacrifices ont lieu à l'extérieur. Vous avez un portique ionique à un seul étage. Alors, à votre avis, ça sert à quoi ces petites salles-là ? Regardez la porte, il y a un petit détail qui peut-être vous parlera. L'emplacement de la porte. Ça me permet de boire un coup. En fait, elle est légèrement décalée, parce que vous avez des lits à l'intérieur, et le dernier lit est lui-même décalé par rapport aux autres. Et donc ça, c'est typique des salles à manger grecques, les estiatorioles. C'est là qu'on fait les banquets. Quand vous êtes archéologue, que vous trouvez une petite pièce avec le seuil de porte décalé, c'est une salle de banquet. A priori, après il faut d'autres éléments pour corroborer, mais ça aide. Donc là, en fait, vous avez le lieu où mangeaient les prêtres, et puis où mangeaient les gens qui venaient au sanctuaire avec des salles de banquet. Quand je dis les gens, ce sont les hommes. Les seuls à banqueter, ce sont les hommes. Voyons ce qui se passe ici. Vous avez un bâtiment à un étage, qui en compte deux du coup, si vous voulez, dorique. Et là, vous avez le portique d'incubation. Ça y est, j'ai lâché le mot. C'est une spécificité des sanctuaires médicaux. C'est un portique où on va aller se coucher. On verra pourquoi. Je maintiens encore un peu de suspense. Vous avez au sein de ce portique creusé dans la roche une petite grotte qui abrite la fontaine sacrée. Et puis vous avez ici un dispositif qui est en fait un thésauros, donc un trésor dans lequel on pouvait déposer ces ex-voto, de l'argent, que je vais vous montrer là aussi dans la partie rituelle. Voilà, le sanctuaire, il est ici, à l'époque hellénistique, et puis à l'époque romaine, vous reconnaissez Hérode Atticus, l'Odéon. Voilà, et puis à Oropos, donc là aussi rapidement, parce que leur file, mine de rien. Donc je passe sur Amphiaraos, qui au départ est un héros thébain, mais qui va être transformé par les Athéniens en héros guérisseur, doté de tous les traits physiques et magiques d'Asclépios.
Donc magnifique sanctuaire. Aujourd'hui on rentre par là, dans l'Antiquité on rentrait par le nord, et je vous fais le petit parcours en fait du malade. Ici vous avez un bain qui permet de faire des ablutions pour se purifier avant d'entrer dans le sanctuaire. C'est pas uniquement dans les sanctuaires médicaux, hein, mais accessoirement ça peut donner un peu d'hygiène. Vous payez une taxe d'entrée, vous longez un portique très très long, donc encore une fois un portique pour dormir la nuit. Vous avez ici une plateforme avec plein d'autels qui montrent que les malades ont été guéris là et donc remercier le Dieu. Mais vous avez également des petites boutiques. Et vous avez la partie essentielle, hein, avec le temple d'Amphiaraos, donc héros guérisseur, qui a les mêmes attributs qu'Asclépios. Un autel ici, un autre petit bassin. Alors du coup on s'interroge, on se demande s'il n'y a pas un petit bassin réservé aux femmes d'un côté et aux hommes de l'autre, et une fontaine sacrée dans laquelle on pouvait jeter des pièces, un peu comme dans la fontaine de Trévi aujourd'hui. Et de l'autre côté de la rive, parce que là vous avez un petit cours d'eau, vous avez un quartier civil, si vous voulez, hein, avec une agora et un bâtiment dont je vais vous parler. Voilà, donc je passe sur ma guerre du Péloponnèse, j'ai pas le temps. Voilà, donc quelques images. Là, vous avez le temple dans son état actuel, et vous avez la fameuse plateforme dont je vous parlais avec les autels et les bases de statues. Les statues ont disparu, mais vous avez toujours les dédicaces. Hein. C'est une forme d'offrande au Dieu pour le remercier, évidemment, quand on est riche. Quand on est pauvre, on verra ce qu'on offre tout à l'heure. Là, vous avez une vue du portique. Alors, j'ai pas en tête, je crois que c'est 160 mètres de long. C'est immense. Hein, quelque chose comme ça. Et vous voyez que sur les côtés, donc on a un système de bancs, hein, en pierre, sur lequel bien sûr on mettait des matelas, des coussins, hein, on ne met pas même la pierre, mais tout ça c'est des matières qui ont disparu. Et vous avez ici, peut-être que vous voyez qu'il y a un mur de retour, ici un mur de refend, et vous avez une petite pièce qui est dégagée, et en fait c'est le cas des deux côtés. Et donc cette petite pièce, elle a été étudiée par les architectes, vous avez des crapaudines dont une est encore en place. Et en fait, ce sont des pièces qui pouvaient se fermer la nuit. Alors on s'est demandé pourquoi dans cette abatone, dans ce portique, les gens allaient se coucher et certains visiblement pouvaient être mis à l'écart. Il y a également des tables, des trapézai qui sont là. Eh bien, il y a une loi sacrée qui date du IVe siècle et qui nous dit, dans le dortoir, donc dans ce portique, hommes et femmes doivent dormir séparément les uns des autres, les hommes à l'est, les femmes à l'ouest. Mais alors, du coup, qui dort au milieu? C'est bizarre. Hein. Alors, les archéologues vont plus loin et se demandent, notamment parce qu'il y a des tables, si ce n'était pas une façon, pour les cas les plus graves, de les faire dormir à l'écart et peut-être même d'intervenir avec des gestes hippocratiques pour que le malade, le lendemain, se réveille et soit guéri ou en voie de guérison, et qu'ensuite on mette ça sur le compte du Dieu. Non. Voilà, il y a un petit théâtre très joli, mais là, je n'ai pas le temps d'en parler, bon, d'autant qu'il est de 200 avant Jésus-Christ, donc c'est pas ma période, mais c'était pour vous montrer qu'il y avait des jeux également, des concours poétiques, des concours équestres, musicaux, athlétiques, dans ce sanctuaire, comme on trouve dans les sanctuaires oraculaires, ou à Épidore aussi, un sanctuaire médical. Voilà, et donc de l'autre côté de la rive, eh bien, vous avez cette succession de pièces dont les seuils sont également décalés pour certains, et donc on pense que c'est un katagogeion, c'est-à-dire une auberge qui pouvait accueillir là aussi les malades, les familles qui venaient pour un séjour plus ou moins long. Quand le malade veut se faire guérir, il dort là, la famille dort là, et si le malade ne peut pas repartir tout de suite parce que le Dieu n'a pas été super efficace, bah, il peut aller dormir à l'auberge ensuite. Voilà, ça c'est un peu le parcours du malade. Et donc, ce qu'on trouve dans un sanctuaire de guérison, je vous ai fait la liste de courses, hein, vous pourrez la relire, c'est ce que j'ai mis en avant. Il y a aussi évidemment donc des trésors pour déposer les offrandes et autres. Voilà, et donc le parcours, alors j'en ai déjà parlé un tout petit peu, je vais aller rapidement, vous aurez les exemples si vous voulez les relire de votre côté. Et en général, il y a un petit ticket d'entrée, hein, mais dans les sanctuaires oraculaires aussi, et on en a retrouvé un pour Oropos, qui dit sanctuaire d'Amphiaraos, IG, qui est la fille d'Asclépios, qui vous donne hygiène aujourd'hui.
Voilà. Les trésors, alors j'avais mis d'autres modèles, j'étais très optimiste, je pensais que j'irais plus vite, mais en fait il y a tellement à dire. D'autres sanctuaires médicaux dans lesquels en fait on a retrouvé, alors soit des fosses, parce que quand il y a trop d'ex-voto, trop d'offrandes, au bout d'un moment il faut bien s'en débarrasser, mais comme c'est offert à la divinité, on ne peut pas revendre sur le bon coin. Donc du coup on creuse un trou, on enferme tout ça, ça fait le bonheur des archéologues quelques siècles plus tard, hein, et souvent c'est sur les parois du temple, ça touche toujours au sacré. Voilà, et je passe. Hein. Donc vous avez des puits aussi qui peuvent servir à ça, au sein même des infrastructures. Voilà, autre chose, donc dans les rites, très important, quand vous arrivez pour venir vous faire guérir, vous devez un sacrifice au dieu. Alors à Oropos c'est un bélier, et à Asclépios, à Épidore, ça peut être un bœuf, un coq ou d'autres choses. Donc vous allez sur l'autel, évidemment, hein, pour faire ce sacrifice, et vous avez de nombreux reliefs qui montrent des malades et leurs familles qui s'avancent face à Asclépios, qui évidemment est plus grand parce qu'il est un dieu, il est assis en général, et vous avez différents cadeaux qui sont apportés. Alors là on le voit très bien sur ce relief qui se trouve au Louvre. Vous avez un bœuf qui va être sacrifié, même s'il ressemble à un bison, c'est un bœuf. Donc il gît ici, Asclépios. Et puis vous avez parfois des paquets. Hein. Là on a assuré, on a amené le maximum de cadeaux pour le dieu, et justement, on est à Oropos, donc c'est un bélier qui va être sacrifié. Voilà, bon, il y en a plein des comme ça, j'en ai montré que quelques-uns. Alors c'est quoi l'incubation? Incubare en latin, se coucher dans. Hein. C'est en fait le rituel qui consiste à aller faire dodo en espérant que Asclépios va vous rendre visite dans votre rêve et va faire abracadabra de sorte que quand vous allez vous réveiller, vous serez guéri. Voilà, c'est ça le rituel de guérison dans l'Antiquité. Là, vous avez une reconstitution par Jacques Martin dans les Voyages d'Alix, qui est quand même un peu fantaisiste, hein, parce qu'on n'accroche pas les ex-voto comme ça dans le portail où tout le monde dort a priori, on les met plutôt dans les trésors. Et vous avez ici une stèle d'Oropos, alors qui est fascinante parce que vous avez le malade allongé avec peut-être un prêtre qui fait un signe de prière ou quelqu'un de la famille qui prie pour lui, et le malade est mordu par un serpent, ce qui est en partie la réalité puisque le malade dort, mais c'est déjà une opération magique, le serpent envoyant au Dieu. Et vous avez ce que voit le malade dans son rêve, le Dieu qui est en train de le guérir. Je reviendrai sur cette stèle qui est très intéressante à la fin. On a un texte d'Aristophane que vous lirez là aussi pour vous-même qui explique comment Plutos a été guéri par Asclépios. Et donc qui nous explique en fait, même si c'est sous mode parodique, comment s'opère une guérison magique. Avec les serpents qui lèchent les paupières de Plutos qui est aveugle. Vous savez que la pièce d'Aristophane dit que Plutos, la richesse, est aveugle. C'est pour ça que ce dieu donne à n'importe qui finalement, parce qu'il ne regarde pas si la personne est bonne ou mauvaise. Il est aveugle, donc il rend certains très très riches, alors que c'est des crapules, et des pauvres qui sont des hommes généreux n'ont rien. Donc il faut absolument le guérir pour établir le bon équilibre des choses. Donc Plutos va dans un sanctuaire médical, et par cet acte magique, vous avez les serpents qui sortent du temple, qui viennent lécher les paupières de Plutos, et Plutos se réveille voyant. Voilà, d'autres scènes, hein, toujours un petit peu la même chose. Le dieu est un petit peu plus grand, il fait un geste au-dessus ou carrément en touchant le malade. Et ça, qui est en fait ce qui se passe dans le rêve, se superpose à la réalité, le malade couché, dormant, et les accompagnants, qui sont des orants, hein, qui prient pour lui, ou peut-être les prêtres du sanctuaire. Voilà, alors dans les textes, ça donne quoi? On a la chance pour Épidore d'avoir retrouvé des stèles qui racontent des récits de guérison. Alors évidemment, qui les a écrits? Alors, pas les médecins, parce qu'il n'y a a priori pas de médecins, en tout cas hippocratiques. Il y a peut-être des gens qui ont quelques connaissances bonnes en médecine, mais qui ne sont pas a priori des médecins hippocratiques. Mais en tout cas, ce sont les prêtres, parce que l'idée, c'est de faire la pub du dieu, et de montrer qu'il est très performant. Donc, je vous en lis deux,
rapidement. Alors Pausanias nous dit que ces stèles, lui, il les a vues, il en a vu 6, je crois, écrites en dorien, et les archéologues en ont retrouvé 3,5, je crois. Arata, qui vient de Lacédémone, est hydropique, elle a trop d'eau dans le corps. Pour elle, tandis qu'elle était restée à Lacédémone, elle n'a pas pu se déplacer à cause de ses œdèmes, c'est sa fille qui va dormir à Épidore pour elle, c'est elle qui voit le dieu intervenir dans le rêve, et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, le dieu coupe la tête de la fille, il suspend son corps à l'envers, l'eau tombe comme une bouteille, il revisse la tête comme le bouchon, et la fille repart, mais c'est sa mère qui est guérie à distance. Avec ça, moi je file à Épidore tout de suite. Autre miracle, parce que c'est des miracles. Un homme de Toronais avait des sangsues. Pendant qu'il faisait l'incubation, donc il dort dans sa stoa, il vit un rêve. J'adore cette expression en grec, c'est pas il fait un rêve, c'est il voit un rêve. Il y a une projection comme sur un écran de ciné. Il lui sembla que le dieu, lui ayant ouvert la poitrine avec un couteau, en retirait les sangsues. Ah, un petit geste de chirurgie. Intéressant, on y reviendra. Il les lui remettait dans les mains, tiens, tu repars avec tes bestioles, et lui recousait la poitrine, geste de chirurgien. Le jour venu, il s'en alla avec les bêtes dans les mains. Il était guéri. Et, alors, la petite anecdote finale, en fait, s'il avait des sangsues dans le corps, c'est parce que c'est sa belle-mère qui les avait jetées dans une boisson qu'elle lui avait offerte. Il y a une petite morale de l'histoire intéressante aussi. Voilà, donc on n'a que des textes comme ça qui nous racontent des guérisons. Il y en a quelques-uns qui sont uniquement en fait des récits oraculaires. Par exemple, un jeune garçon qui a été perdu depuis 3 jours, son père va à Épidore, il voit le dieu en rêve et le dieu lui dit « ton fils est là » et il le retrouve. Donc il y a très souvent une confusion entre oracle et guérison, et notamment à Épidore où vous avez un double sanctuaire, je vous l'ai dit, Apollon qui perdure et Asclépios qui va développer la guérison divine. Voilà, une fois qu'on est guéri, on offre des ex-voto. Alors ces ex-voto, ils peuvent être offerts avant pour désigner au dieu la partie qu'on veut guérir, mais ils sont aussi offerts après. Alors quand vous êtes un monarque hellénistique, plein de thunes, comme on dit aujourd'hui, vous offrez un temple, vous offrez un autel, vous faites une petite réfection d'un dallage, je ne sais quoi, vous offrez une statue avec une base où votre nom apparaît, publicité. Mais quand vous avez moins de moyens, alors vous passez à la stèle en marbre, ce qui est quand même déjà assez coûteux. Là, vous avez un homme qui tient une jambe avec une belle varice. Parfois, c'est simplement des oreilles. « Oh Dieu, écoute mes prières ». Voilà. C'est pas forcément qu'on a une otite, parce qu'il y en a beaucoup des oreilles dans les sanctuaires. Il y en a même en Égypte ancienne, des oreilles. Moi, je vais devoir offrir des cordes vocales. Et vous avez cette stèle qui dit « Asclepio kai ugeia tuke eucharisterion » à Asclépios et à Ig, ou Ig, tuke, bonne fortune, eucharisterion, eucharisto, je te remercie, donc action de grâce, action de remerciement pour le Dieu. En fait, eucharisterion, c'est le mot qui désigne les ex-voto. Ex-voto, c'est un mot latin, eucharisterion, c'est le mot grec. On dit aussi anathéma, qui veut dire objet consacré, mais c'est beaucoup plus vaste. Une statue, ça peut aussi s'appeler anathéma. Voilà, ça vous le connaissez, vous l'avez vu au musée de l'Acropole, aujourd'hui. Avant, il était ailleurs, je crois. Et là, je vous ai remis une petite photo, mais sur laquelle je suis passé tout à l'heure, parce que à Butrinte, en Albanie, on a trouvé dans un trésor des niches creusées dans un mur. Et ce pilier qui a été trouvé et qui se trouve aujourd'hui à Athènes, eh bien, montre les endroits où on pouvait caser les petites choses que je vous ai montrées à l'instant. Parce que ces petites choses, quand on a moins d'argent, eh bien, elles sont en terre cuite, voire en bois, éventuellement en bronze, mais là c'est plus coûteux, et ça va représenter parfois des organes génitaux, des membres, et notamment en Étrurie et en Italie du Sud, entre le 4e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est un petit peu en dehors de mes limites chronologiques, on a fait des ex-voto d'organes, des ex-voto anatomiques, parce que la science a progressé, on a fait des vivisections animales, et on a mieux cerné les organes. Et alors c'est pas parce que je suis cochon, mais ça c'est vraiment une production qu'on trouve beaucoup en Étrurie, en Italie du Sud. Un sein,
une vulve, et ça c'est quoi? Un utérus. Ouais, il y a beaucoup d'utérus en Étrurie. Alors ils sont bizarres, hein. Ils sont plein de petites vaguelettes. Eh bien parce que dans les conceptions gynécologiques de l'époque, la matrice, elle bouge dans le corps des femmes. Et parfois elle bouge beaucoup, elle peut se retrouver là, dans la tête. Ouais. Et c'est pour ça qu'une femme qui a des problèmes de règles, qui va conserver trop de sang dans son corps, qui va donc devenir hystérique, on va la pendre par les pieds. Ils aiment bien pendre par les pieds, vous l'aurez compris. Hein. Voilà, donc il y a plein de manipulations comme ça qui sont liées à cet organe. Il y a une autre interprétation qui dit aussi que ça pourrait symboliser les contractions de la matrice au moment de l'accouchement. J'ai entendu les deux, j'ai lu les deux. C'est pas tranché. Voilà. Puis là, vous avez un sexe d'homme qui dit « ok »,« veut hein, »,« rendez-moi puissance », je ne sais plus d'érection, je ne sais quoi, enfin voilà. Et puis vous avez une production toujours étrusque, alors qui a priori n'a pas servi à l'enseignement, hein, qui serait aussi des ex-voto, qui sont ce qu'on appelle des bustes fendus. Il y a aussi parfois le modèle sur plaque, parce qu'il n'y a pas le bonhomme autour, il y a juste l'intérieur sur une plaque, j'en avais pas en photo, qu'on appelle des plaques polyviscérales. Des médecins les ont bien sûr étudiés, il y a quelques organes qui sont de la bonne forme, qui sont à la bonne place, mais en général c'est quand même assez fantaisiste. Voilà. Et puis évidemment, petit clin d'œil au monde moderne, quand on va à Naples, entre autres, ou en Grèce, eh bien on retrouve ces ex-voto, hein, les tamatas grecs, alors aujourd'hui dans un métal peu précieux, mais anciennement en argent, et qui représentent là aussi des yeux, il faut que le Dieu vous voie venir chez lui, ou vous avez un problème aux yeux, des jambes, des cœurs, alors un cœur un peu plus chrétien certainement, mais voilà, des maisons, prospérité, hein, on peut guérir son corps, on peut aussi guérir son portefeuille. Dans une des affiches là, napolitaine, je crois qu'il y avait une photo de voiture, alors c'est peut-être pas cadré là-dessus, mais c'était carrément, il y en a un qui avait mis sa villa, sa belle bagnole, et puis accessoirement son bras ou je sais plus quoi. Voilà, on guérit tout d'un coup, on peut en profiter. Donc des résurgences païennes hein, dans des religions qui théoriquement n'accepteraient plus cela. Mais voilà, ça se fait encore. Donc bilan, hein, pour un sanctuaire, on a différents actes qui correspondent en fait à différentes fonctions par rapport aux dieux. Les sacrifices, les ablutions, éventuellement des absorptions de potions ou autres. On soupçonne d'avoir par exemple drogué les patients pour qu'ils fassent un bon gros dodo, qu'ils aient des visions d'Asclépios dans leurs rêves. Et à Pergame, au IIe siècle, dans l'Asclépieion, on a même retrouvé un souterrain qui est simplement percé dans son plafond, et on fait passer tous les patients par là. Et on pense qu'en fait, on faisait brûler des herbes qui avaient des vertus de faire un peu planer, pour que le patient arrive dans un état un peu second, qu'il s'endorme facilement, et que du coup, voilà, le processus fonctionne. Donc ça, c'est le côté pureté rituelle, hein, purification, ablution, etc. On paye une taxe, on fait des prières, on sacrifie un animal, tout ça c'est économique. Il faut rendre la divinité propice hein, et prospère. Voilà, il faut qu'elle touche de l'argent. L'incubation, c'est bien sûr pour que le Dieu vous visite et donc on puisse se pénétrer de sa puissance et guérir. Et puis la consécration des offrandes, c'est pour que le Dieu vous repère parmi les centaines de malades. Plus vous ferez une offrande conséquente, plus il y a de chances que ça marche. Et du coup, voilà la nécessité de rendre grâce. Voilà, tout ça je le tire de Pierre Sineux, regretté Pierre Sineux, qui était professeur à Caen et qui a étudié l'Amphiaraïon d'Oropos et qui a sorti un peu la structure comme ça de tout ce rituel. Voilà, et je termine, mais c'est plus court, je vous rassure, sur justement donc, ce combat de boxe hein, entre les hippocratiques et les sanctuaires de guérison. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est pour ça que ça va aller plus vite, parce que j'ai déjà posé des jalons. Vous l'aurez compris, chez le médecin hippocratique, le Dieu n'est pas celui qui donne la maladie. Hein. Ça, c'est une représentation anthropomorphique. Le Dieu est méchant, le Dieu est jaloux. Vous n'avez pas respecté les rites, vous avez commis un impair contre lui. Il va vous en vouloir, il va être vengeur. Hein.
et notamment dans les cas de maladies qui touchent à l'échelle d'une cité, des épidémies. Voilà, je vous ai mis un texte de l'Iliade, c'est le début de l'Iliade, c'est le premier texte de la littérature occidentale et grecque, qui dit que Apollon, vous le savez, il a été atteint dans la mesure où son prêtre a été outragé par Agamemnon, qui veut garder sa fille. Donc le prêtre se plaint à Apollon, le prêtre troyen se plaint à Apollon, qui est un dieu favorable aux Troyens, et donc Apollon sort de l'Olympe, il dégaine ses flèches, et il va faire s'abattre une peste sur le bétail et les hommes. Même chose dans Oedipe roi de Sophocle, Oedipus Tyrannos. Le prêtre de Zeus explique que Thèbes est atteinte d'une peste. Nous, on sait que c'est à cause d'Édipe. Au début, on ne le sait pas dans la pièce. Et cette peste, elle atteint les germes, les troupeaux de bœufs, et la divinité est appelée la divinité porte-fièvre. Je voulais mettre le terme grec, je ne l'ai pas retrouvé entre-temps. Et les femmes n'en font plus, etc. Donc ça, c'est assez systématique. Quand le dieu, comme ça, s'abat en masse sur les hommes, il va toucher à la fois, bien sûr, les hommes, mais aussi les récoltes et les troupeaux. Donc tout meurt. Voilà, chez Hippocrate et consorts, eh bien, c'est une conception rationnelle. C'est-à-dire que l'homme peut intervenir sur les maladies, on a dit comment tout à l'heure, mais l'homme est lui-même un ensemble, un élément d'un environnement plus global, qui est le monde, si vous voulez, et la divinité peut se ramener à ça. La divinité, c'est elle, créatrice du monde, et la divinité se retrouve finalement dans les éléments de l'univers qui vont avoir des incidences sur la santé ou le bien-être du malade, à savoir les vents, la chaleur, l'humidité, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, notamment dans la climatologie. Voilà, là aussi vous avez des citations que vous pourrez retrouver. Quand l'air est infecté de miasmes, qui sont ennemis de la nature humaine, alors les hommes sont malades. C'est bien l'air infecté d'impuretés, l'air des marécages par exemple, c'est pas quand le dieu décide de se venger d'eux. Ça c'est fini. Quelle est la position des hippocratiques sur les cultes de guérison? Eh bien, ils n'en disent quasiment rien. Là, on sent qu'il y a une petite gêne, parce que revenir sur la véracité des récits, bon, ça peut bien les faire rire, comme ça nous a fait rire tout à l'heure, évidemment, c'est tellement gros, mais pour autant, on ne va pas écrire de texte contre ces sanctuaires, parce que déjà, il n'y a pas de séparation dans l'Antiquité, vous le savez, entre le politique et le sacré. Donc on remettrait en cause tout, finalement, si on remettait en cause les sanctuaires. Je voulais vous faire la démonstration des Coropos, mais j'ai pas eu le temps. Et puis, il y a aussi le fait qu'on descend des Asclépiades, donc on ne va pas tirer dans l'aïeul, on ne va pas mettre tout ça de côté. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire, à l'époque, les médecins hippocratiques ne sont pas des athées. N'allez pas vous les représenter parce qu'ils sont rationnels comme des gens qui refusent l'idée qu'il y a des dieux et qu'il faut les vénérer, les honorer pour rester dans un rapport normal entre homme et Dieu. Ça n'est pas du tout remis en question. Donc du coup, on ne va pas attaquer les sanctuaires médicaux, parce que si on commence à les attaquer, on attaque la religion et le principe de fonctionnement, justement, de tous ces rites. Voilà, ceux qu'on critique, évidemment, c'est les devins, les charlatans, qui vont utiliser des amulettes, des incantations et des analogies grossières. Par exemple, si vous vous mettez à baver comme un bouc, c'est que c'est Dionysos qui s'abat sur vous. Voilà, ça, c'est ce que font un peu les devins à l'époque, d'après les textes. Voilà, et donc je vous remets ce qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a aucun problème pour une cité qui décrète qu'elle va honorer des médecins qu'elle fait venir et qu'elle va payer pour travailler pour elle, à montrer la réalité et les honneurs décernés, mais ces médecins, dans le texte qui accompagnait ce relief, c'est bien la cité qui les appelait et qui les payait, mais tout ça sous le regard bienveillant d'Asclépios. Donc voilà, les deux sont intimement liés. Nous, on a un esprit où les choses peuvent être partitionnées. Dans l'Antiquité, c'est impossible. C'était pas comme ça. Point de vue du clergé, à l'inverse, sur la médecine hippocratique. Alors, il y a quelques critiques qui apparaissent quand même. On dit, voilà, vous les médecins hippocratiques, quand vous considérez qu'en fait vous ne pouvez pas guérir, c'est simple, vous dites on abandonne. Donc nous, on récupère.
On est là pour assurer votre salut. Alors, je vous ai mis l'inscription d'Échine, l'orateur, qui a beaucoup lutté contre Démosthène, qui dit « J'étais un cas désespéré pour l'art des mortels. J'ai quitté Athènes et je suis allé voir Asclépios et je fus guéri en 3 mois. » Nananère. Chez Élien, qui fait rappel d'une inscription d'Épidore. Il y a une inscription d'Épidore qui nous disait qu'une femme était venue avec un verre. Ce qu'on ne savait pas, et Élien le précise, apparemment c'est le même cas, c'est qu'elle est venue parce que les médecins refusaient de la soigner. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, c'est une façon dans ces discours à l'honneur du Dieu de dire « nous, on soigne tout le monde contrairement à vous ». Et en plus, il faut dire « nous, on a du résultat systématique ». Pour ça, on a compris que c'était moyen. Critique des méthodes de soins hippocratiques. Alors, quand ils ne refusent pas de vous soigner, ils vous torturent. Inscription d'Épidore, les fameuses toujours. Ératoclès de Trézène, il a du pu dans le corps. Le dieu lui apparut pendant son sommeil, toujours la même phraséologie, il se tient au-dessus de lui, il lui ordonne de ne pas se faire cautériser par les médecins, mais de venir au sanctuaire. Donc là, c'est avant même qu'il s'y rende par ses propres moyens, le dieu lui envoie un SMS, c'est comme ça que j'ai expliqué aux élèves que ça marchait, c'est-à-dire, hop, il va dans son cerveau, viens me voir et va surtout pas chez ton médecin qui va te brûler. Voilà. Et puis il y a des fake news à la romaine. Strabon et Pline l'Ancien nous expliquent que Hippocrate, en fait, c'est un voleur. Il est allé dans le sanctuaire d'Asclépios à Kos, qui n'existe pas à l'époque d'Hippocrate, mais bon, c'est une fake news. Et après avoir lu les inscriptions qui racontait justement les guérisons, il a mis le feu au temple et au sanctuaire, et puis il a tout pompé en fait sur la médecine des dieux. Voilà. Bon, je vous ai expliqué les choses. Clairement, la médecine hippocratique n'est pas issue des sanctuaires. Voilà, ce qui est peut-être un peu plus sérieux, c'est un peu controversé, disons que tout le monde n'est pas complètement d'accord, parce que c'est une question très souvent d'interprétation. C'est que, alors ça c'est sûr, le dieu, dans les sanctuaires de guérison, n'est plus le dieu de l'Iliade. C'est-à-dire qu'il va y avoir un adoucissement, une espèce d'infléchissement dans le discours, où le dieu va être celui qui guérit, vous l'aurez compris, mais on ne dit jamais explicitement que c'est lui qui a provoqué la maladie. Donc ça c'est quand même un détail intéressant. Ambrosia, elle arrive à Épidore, elle lit les récits que je vous ai lus tout à l'heure, elle est morte de rire. Le dieu lui dit, pendant le rêve, t'es venu pour que je te guérisse, tu t'es bien foutu de moi, eh bien pour la peine, tu m'offriras une truie en argent, comme ex voto, et puis allez, je vais quand même te guérir parce que je suis bon Seigneur. Donc vous voyez, un dieu uniquement dans la bienveillance, il faut faire venir le client. C'est vraiment des discours publicitaires, Pierre Sineux l'a très bien montré dans un article. Pandaros le Thessalien, il a des ulcères sur le visage. Le dieu lui met un bandage, alors geste hippocratique, mais ça se faisait déjà avant, on l'a vu. Et donc une fois qu'il est guéri, eh bien, il doit déposer le bandage qui comporte les traces des lésions qu'il avait sur le visage. Mais ce que je voulais montrer, alors j'ai pas mis le texte complet, c'est que dans l'écriture de certaines, pas toutes, de ces guérisons, eh bien, on a parfois, encore une fois, un geste qui ressemble au geste hippocratique. Alors souvent, il n'est pas dit dans les termes précis médicaux, parce que ce ne sont pas des médecins qui font écrire ces textes, ce sont des prêtres. Mais quand on vous dit que le dieu incise l'œil et y verse un pharmacone, bon, le bandage, c'est peut-être un peu moins, encore une fois, typiquement hippocratéen, hippocratesque, mais voilà. Quand on les lit comme ça successivement, il y en a un aussi qui nous dit qu'un Argien est pris de convulsions. On nous décrit en fait très précisément un cas de maladie sacrée, et pourtant les prêtres ne disent pas maladie sacrée, ils disent pris de convulsions. Donc c'est en train de changer. On sent qu'il y a un changement, que la médecine hippocratique a les faveurs quand même des cités et des malades, et que ça commence à contaminer un petit peu
le discours, mais aussi l'image des dieux dans les sanctuaires. Donc je termine par ça. Certains voient dans la position des mains d'Asclépios pendant le rêve du malade les premiers gestes de kinésithérapie. Bon, rien ne le dit vraiment, hein. Chacun peut voir aussi ce qu'il veut. Là, c'est plus clair, parce que dans la main d'Amphiaraos, qui est devenu un vrai Asclépios, hein, dans l'iconographie c'est vraiment la même chose, eh bien on a un petit scalpel. Voilà. Et à l'endroit où le serpent, donc version mythologique des choses, mord le malade, donc là où il a mal, eh bien dans le rêve, c'est pas le serpent, c'est le dieu qui opère un acte chirurgical sur l'endroit où le malade a mal. Hein, donc vous voyez que Hippocrate, en douce, commence à se glisser là-dedans. Voilà, bon, je crois que la conclusion, vous aurez tout compris, j'ai pas besoin d'aller plus loin. La médecine d'un côté rationnel qui redéfinit le divin pour mieux l'écarter, hein, d'une certaine façon. Ce qu'on retrouve par ailleurs hein, dans le discours socratique, platonicien ou chez Thucydide quand il décrit la peste d'Athènes. Et puis la médecine divine qui va oblitérer la dimension vengeresse du dieu pour en faire un dieu sympathique, guérisseur, doux avec le malade. Et puis donc une légère contamination. Il y a quand même l'échec de la médecine hippocratique qui est très clair lors des épidémies. Et c'est à ce moment-là que les grands sanctuaires eh ben justement en profitent hein, et vont grossir. Si bien qu'on peut dire qu'à l'époque hippocratique, et notamment au IVe siècle, les malades, en tout cas qui ont un peu de moyens, ont le choix, et pourquoi pas cumuler les deux. Aller voir le médecin hippocratique, et puis aller voir quand même Asclépios, ça peut toujours servir, comme aujourd'hui finalement, hein, où vous allez chez votre médecin, on a eu une épidémie, on sait très bien tout ce qu'on a vécu, des vaccins, des masques et compagnie, mais en même temps, bon, bah, ceux qui sont croyants ont adressé leur prière à leur Dieu. Voilà, donc évidemment, je dis une banalité pour terminer, désolé, mais il y avait ce cumul, ça c'est évident, hein, mais aussi peut-être la question du coup du choix. Hein, on pouvait ne plus simplement dépendre du bon vouloir divin, mais désormais faire confiance aux hommes, et c'est ça le miracle grec aussi, à l'époque de Périclès, hein, c'est que l'homme, finalement, devient indépendant du Dieu, hein, qui n'est pas écarté, il n'y a pas d'athéisme, mais qui devient un concept philosophique, rationnel. Voilà.